En manchette aujourd'hui, un incendie ravage une station-service à Sainte-Terre et il y aurait finalement un rodéo au Témiscamingue. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi à tous et voici vos informations régionales. D'abord, à Sainte-Terre, une station-service a été ravagée par les flammes hier en fin de journée vers 16h30. Les pompiers se sont dépêchés au Petro-Canada sur la 10e avenue, et ce, avant même l'appel du 911, parce qu'ils ont aperçu de l'épaisse fumée. Et après 3 heures d'intervention, l'incendie a finalement été maîtrisé et le lieu sécurisé. D'ailleurs, l'épicerie IGA ainsi qu'un logement à proximité de la station essence ont été évacués de façon préventive. Et le bâtiment est considéré comme une perte totale. Il faut dire que c'était quand même le deuxième brasier qui s'est déclenché à Sainte-Terre hier, alors que plus tôt dans l'après-midi, vers 14h30, les services d'incendie ont aussi intervenu pour un garage en flammes. On a vu le panache de fumée, fait que on s'est dirigé directement au panache de fumée avant d'être appelé par le 911. Fait que on a intervenu quand même assez rapidement, une chance, parce qu'il y avait beaucoup de matériaux. C'était le garage Petro-Canada, là, une station-service, avec un dépanneur. Il y avait des pneus à l'intérieur, il y avait beaucoup de matériel inflammable. Fait que c'était généralisé à notre arrivée. La porte de garage était ouverte et la porte du dépanneur. Fait que l'embrasement était déjà majeur. Et autre triste nouvelle, le travailleur victime d'une violente décharge électrique sur la rue de l'Hydro hier matin à Val-d'Or a succombé à ses blessures. Les informations préliminaires de la Sûreté du Québec tendent à privilégier que l'homme de 44 ans était à bord d'une nacelle quand l'accident est survenu. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur place avant qu'on l'amène au centre hospitalier où on craignait pour sa vie. Et un enquêteur de la CNESST a été dépêché sur le site pour faire la lumière sur les circonstances du drame. On envoie nos pensées et condoléances pour les proches. C'est pas une guerre de clocher. J'ai essayé de le garder à Notre-Dame-du-Nord, j'ai pas été capable. On n'a pas les sous. La municipalité de Lorrainville est prête à l'accueillir. J'accueille le maire de Lorrainville. Eh bien, comme vous venez de l'entendre, c'était une soirée haute en émotions hier à Notre-Dame-du-Nord. Alexandre, on a finalement appris que le Témiscamingue pourrait avoir un rodéo de camions à Lorrainville. Eh oui, un véritable coup de théâtre hier. Ils étaient plus de 200 citoyens présents pour cette rencontre spéciale. Une soirée à la base organisée pour poser les vraies questions et obtenir les vraies réponses par rapport au déménagement dès le rodéo du camion à Mattawa, en Ontario. Et après quelques heures à se tirer les verres du nez, au comité d'El Rodéo, à la municipalité et aux anciens de l'organisation, le maire de Notre-Dame-du-Nord, Nico Gervais, surprend tout le monde et annonce qu'un nouveau rodéo pourrait voir le jour dès 2026 à Lorrainville. Je vous laisse écouter justement le maire de Lorrainville, Jean Martineau. C'est un engrenage qui part. Il n'y aura pas de course en 2025 parce qu'on ne sera pas prêt. Mais l'ensemble, on va organiser quelque chose pour les camionneurs. On va devenir familial. En tout cas, les pourparlers sont pour ça. Mais on va attendre le comité parce que là, on a entendu que le comité... On va attendre. Nous, on fournit le terrain, puis le restant, bien, on verra comment ça va aller. Et Alexandre, il y a quand même eu plusieurs réactions. D'ailleurs, comment a réagi le comité organisateur d'El Rodéo? Selon eux, c'est rien de plus qu'une claque au visage. Selon eux, El Rodéo n'était pas du tout au courant de cette annonce. Ils ont décrié un manque de communication avec les municipalités et en retour, ces dernières ont reproché au comité organisateur de ne pas avoir communiqué adéquatement le déménagement du rodéo de Notre-Dame-du-Nord à Mattawa, en Ontario. Bref, ils ont quitté la salle assez rapidement au terme d'une soirée pourtant encourageante où on a pu voir un réel engouement de la communauté afin de revoir un tel événement au Témiscamingue. On peut écouter le maire de Notre-Dame-du-Nord. Je ne savais pas à quoi m'attendre aujourd'hui, mais je l'ai vu qu'aujourd'hui, la population témiscamingaine était en arrière du rodéo du camion. Rendu là, il faut que le comité du rodéo fasse un AGA, ça c'est le plus important. Puis suite à ça, c'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'ils vont faire pour la poursuite des choses à Lorrainville. Bon, reste à voir maintenant comment va s'orchestrer l'organisation de l'événement entre les municipalités qui ont levé la main et les organisateurs du rodéo qui cherchent toutes les solutions possibles. Et pour ma part, je vous prépare un reportage complet rempli d'extraits de la soirée d'hier pour ce soir. Parfait. Merci, Alexandre. Au revoir. En santé maintenant, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue projette un déficit de 110 millions de dollars pour l'année financière 2024-2025. L'organisation calcule que le recours à la main-d'œuvre indépendante creuse les poches du CISAT à près de 57 millions de dollars.
Donc, l'institution réduit déjà considérablement son recours à ce groupe de travailleurs pour améliorer sa santé financière. Le CISAT confirme aussi être en attente de plusieurs demandes de financement et de plus en plus, les coûts d'exploitation globaux excèdent les revenus de l'institution. Et sur un autre sujet, c'est la journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes et les différents CALAX, CAPAX de la région invitent la population à le souligner, dont à l'Hostie de marche à Amos qui aura lieu ce soir à 17h30. L'organisme Point d'appui de Rouyn-Noranda et les organismes régionaux dénombrent une augmentation des demandes d'aide sur le territoire. Et d'ailleurs, 4 centres doivent maintenant tenir une liste d'attente par moment dans l'année, notamment à Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Amos. Bien, connaissez-vous bien vos musées? C'est la question que s'est posée notre collègue Anthony Dallaire, qui s'est baladé dans la région pour dénicher des établissements culturels insolites. Entre manque de financement, manque de visibilité et position géographique atypique, plusieurs d'entre eux sont sur la corde raide. Anthony nous propose donc une série de 2 reportages présentés aujourd'hui et vendredi prochain pour nous parler de la résilience de ces endroits uniques. Pour le premier musée, on se déplace dans le petit village de La Ferté pour découvrir le musée du souvenir. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit détour en Abitibi-Ouest, plus particulièrement à La Ferté, pour parler d'un petit musée qui regorge de grandes histoires. Depuis 2009, Michel Gauthier et Noëlla Champagne sont les gardiens des souvenirs et du patrimoine religieux de La Ferté. On a tout près de 800 photos. Ça a pris un an, un peu plus, là, à tout ramasser puis archiver. C'est l'histoire des gens qui ont fondé La Ferté à partir de l'EH, le Boxa, puis le petit bagage qui ont arrivé sur le train. Ça, c'est les sœurs qui ont habité ici, qui ont été ordonnées sœurs. Fermé aux visites depuis 2 ans, le musée est en attente de faire peau neuve avant de pouvoir réouvrir complètement ses portes au public. Les 2 archivistes évaluent les travaux de restauration à environ 50 000 $. Avec l'aide de bénévoles de la communauté et l'aide de la MRC d'Abitibi-Ouest, Michel Gauthier est sûr de pouvoir réouvrir complètement d'ici l'année prochaine. Puis les travaux les plus demandants sont faits. Fait que là, il nous reste l'intérieur, à retravailler l'intérieur, puis un petit peu l'extérieur, les galeries, puis mettre ça plus conforme. Après ça, chaque année, on pourra réinvestir 10 000 là, par année là, pour la conserver là, pour un bout de temps. Là. Il y a des familles qui ont venu visiter, puis que 2-3 familles, puis là, ils disaient « Tu te rappelles-tu de ça? Tu te rappelles-tu de ça? On vivait dans tel rang, on vivait à telle place. » Au-delà de redonner du cachet à l'église quasi centenaire, Michel Gauthier croit que la restauration du bâtiment permettra de revitaliser sa communauté. Des 1000 âmes peuplant le petit village au début des années 30, ils ne sont plus qu'environ 300 à toujours y vivre. Ils sont d'ailleurs en discussion avec la MRC afin de faire partie du circuit de découverte de l'Abitibi-Ouest et d'avoir accès à de nouvelles subventions. On aimerait bien que l'année prochaine, là, qu'on fasse partie du circuit et d'être capable de recevoir le monde. Parce qu'on a déjà eu, ça a déjà été ouvert au public en 2008, 2009, 2010. Puis on avait beaucoup de visiteurs qui nous avaient visités. C'est donc un travail d'une vie qui pourrait bien se concrétiser pour Michel Gauthier et Noëlla Champagne. Je suis bien emballé. Hein? Je suis bien emballé. Moi, l'histoire, j'adore l'histoire. Mais la nôtre est encore plus passionnante parce que c'est quand même nos ancêtres. C'est un héritage que nos parents nous ont laissé. Je pense qu'un legs, il faut faire attention puis il faut le préserver. C'est en grand nombre qu'ils attendent les visiteurs au courant des prochaines années. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, La Ferté. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Fréquentez-vous les musées de la région? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. Au culturel, vous pouvez célébrer l'arrivée de l'automne ce soir avec un spectacle gratuit d'Equinox et de Copper Crib. De 18h à 22h, rendez-vous à l'esplanade du Lac-Ossisco pour voir DJ Chéri qui va mixer en direct pour la soirée dansante. Le spectacle est en collaboration avec le projet Lac-Ossisco qui vise à réhabiliter et à mettre en valeur l'écosystème du lac.
Les Huskies et les Foreurs disputent ce soir leur premier match de cette nouvelle saison de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Et pour l'occasion, la Meurthe est de passage à Gatineau ce soir pour affronter les Olympiques avant de se rendre à Blainville-Boisbriand le lendemain pour affronter l'Armada. De leur côté, les Foreurs s'arrêtent à Victoriaville ce soir, puis Sherbrooke demain. Et d'ailleurs, parlant du Vert et Or, ils ont aussi confirmé ce matin avoir échangé leur premier choix au dernier repêchage européen, Matvei Gridin, aux Cataractes de Shawinigan, en retour du défenseur russe, format géant de 6 pieds 5, Édouard Bondar, et d'un choix de 3e ronde. Et du côté des Forestiers d'Amos maintenant, ils disputent leur 5e et 6e match de la saison ce week-end. Les hommes de Jean-Daniel Charon reçoivent les Lions du lac Saint-Louis au complexe sportif Desjardins ce soir et demain dans le cadre d'un programme double. Les Forestiers cherchent à renouer avec la victoire puisqu'ils n'ont remporté qu'un de leurs 4 matchs depuis le début de la saison. À la météo en ce vendredi, il faut profiter de la dernière journée ensoleillée avant l'arrivée des nuages en fin de semaine. Pour tout le territoire, les températures vont tourner autour des 26 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, on attend quelques nuages, minimum 15 degrés. Au Témiscamingue, même scénario avec un minimum de 16 degrés. Et je termine avec les cadets de l'air qui se préparent pour une fin de semaine de familiarisation au vol en planeur à Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, la population est invitée au vol des aéronefs jaunes samedi après-midi ainsi que dimanche avant-midi. Ça risque d'être assez impressionnant. Là-dessus, je vous souhaite une agréable journée et à plus tard.